avec ma femme, on a vécu il y a quelques mois un épisode un peu douloureux. Ma femme, on vivait une grossesse, ma femme était en fin de grossesse au 9e mois, et à la fin de la grossesse, toute fin de grossesse, on nous a appris que le bébé était parti. Et très rapidement, il nous a paru comme étant une évidence de faire une Seudat Hodaya et de raconter et de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Il y a peut-être 2 ans, on a Baruch Hashem, on a 5 enfants. Le plus petit aujourd'hui, il a 7 ans. Il y a 2 ans, ma femme, elle est tombée enceinte. Et c'était en période Corona. Et très rapidement, au 2e mois, on a appris que c'était une fausse couche. C'est quelque chose qu'on a voulu parler, on a parlé à personne, ni aux amis, ni à la famille, les parents, personne n'était au courant. Les seules personnes qui étaient au courant, c'était notre médecin de famille, qui est vraiment une amie aujourd'hui, enfin depuis longtemps, qui est une amie, et mon rave. C'était les seules personnes qu'on a mis au courant. On voulait pas de pression, on voulait pas qu'on sente que il y avait quelque chose et qu'il fallait nous remettre une pression. Et Baruch Hashem, très très rapidement, ma femme est retombée enceinte. Et bon, on a vu que là ça tenait. La première fois, a priori, on a mis ça sur le compte du Corona. Donc on a compris qu'il y avait beaucoup de fausses couches en période Corona. Et on voyait que ça tenait, la grossesse elle avançait, on arrivait à un stade où on a pu l'annoncer aux enfants, et c'était même une vraie simcha à la maison. On voyait les enfants en train de prier, je me rappelle de voir mon petit en train de prier, se mettre sur la terrasse, Hachem, s'il te plaît que ça soit un garçon, il voulait absolument un garçon. Ma fille avant de dormir qui faisait des chilotes, qui demandait Hachem, faut que ça soit une fille. Et on voyait le plus grand chez nous, Baruch Hachem, à ce moment il avait 17 ans, et il se projetait, il disait waouh, je vais être grand frère à nouveau, c'était quelque chose de très spécial. Ça avait amené une vraie simcha dans la maison, je me rappelle. On a l'habitude, parce que c'est ramené dans les Sfarim, le soir quand on fait la Dlakat Nechot de Hanouka, de rester pendant une demi-heure autour de la Hanouka en famille et de prier. C'est un zman qui est propice à la tfila, et de prier. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, toutes les tfilotes de la maison, elles tournaient qu'autour de ça, qu'autour de la grossesse. Donc Baruch Hashem, une grossesse qui s'est passée bien, qui s'est déroulée magnifiquement bien, on va faire notre dernier rendez-vous de grossesse auprès du gynéco. De mémoire, on fait même une écho et tout se passe très bien. Les médecins ils disent écoutez, on se revoit après l'accouchement. Bonne délivrance et bon, tout se passe très bien. Le lendemain, c'était un mardi. Je me rappelle très bien que c'était un mardi. Ma femme, elle, cours de la matinée, une fois, deux fois, 3 fois, elle me dit je sens pas le bébé. Je dis bon, t'es fatiguée, repose-toi. Donc elle se repose, elle dort, elle se réveille 2 heures après, je sens toujours pas le bébé. Bon, mange un peu de chocolat, mange un peu de trucs, essaye de bouger, de te mettre sur le côté. On essaye toutes les techniques qu'on a toujours tous entendues, enfin surtout les femmes, nous on est là pour plus les accompagner et les rassurer. Et la journée elle passe comme ça et elle essaie de se rassurer en se disant bon, peut-être il a bougé quand je dormais. Et au final, la journée elle passe, vers 7h, 7h30, je me rappelle, j'envoie un message à mon médecin et je lui dis qu'est-ce que je fais? Elle me dit écoute, ma femme c'est une femme angoissée de nature qui a très vite très peur. Elle dit écoute, rassure-la, aller faire une échographie, prends-la, va aller faire une échographie. Ok. C'était pour moi quelque chose de banal et d'évident, il n'y avait pas de problème. Donc on la prend, j'avais fini de travailler, on y va, et on fait un premier examen de électrocardiogramme, on pose les sondes, ils sentent rien. Ma femme qui se met à pleurer, et je me rappelle de la sage-femme tout de suite, naïvement, qui rigole, il fait non, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de pleurer, ça arrive qu'on ne sente pas parce qu'on ne met pas au bon endroit, c'est quelque chose qui est très courant, qui est très normal, donc tout de suite on s'est rassuré, on s'est calmé parce que on allait pour rassurer, mais au final on commence à se dire il se passe peut-être quelque chose. Donc ils nous ont mis dans une autre salle pour faire une échographie, et là ce qu'on voulait pas entendre, et on a commencé à l'entendre, c'est qu'il y avait plus de pouls, il y avait plus rien, et la femme qui nous faisait l'échographie, qui était enceinte, je me rappelle qu'elle avait du mal à nous regarder dans les yeux parce qu'elle vivait une grossesse également. Elle nous dit le bébé n'est plus là, il y a plus de battements, il faut partir tout de suite à l'hôpital. Donc on est vraiment en fin de 9e mois. À ce moment-là, j'ai ce souvenir, cette sensation de jambes coupées, ma masse de jambes coupées. Et je voulais m'asseoir et tout de suite je me dis non, faut pas t'asseoir, faut penser à ta femme. Elle le vit d'une façon différente, évidemment qu'on est partie prenante les hommes, mais évidemment que ma femme le sentait de façon complètement différente. Donc il y a un grand bilboul qui s'installe à ce moment-là dans notre tête, on part à l'hôpital. Et on se dit qu'on doit annoncer des choses à des proches qu'on jamais on n'aurait pensé annoncer. Donc on commence à expliquer. Et donc on part à l'hôpital et là c'est un marathon de 48 heures, 72 heures qui démarre et on part à l'hôpital pour ce qu'on imaginait être un jour être notre accouchement et le premier papier qu'on signe c'est un papier de décharge auprès de la Chevra Kadisha parce qu'ils nous disent qu'il va y avoir un enterrement derrière.
Donc, est-ce que vous voulez vous en occuper vous ou est-ce que vous voulez qu'il y ait une décharge? Et que nous, l'hôpital le gère. Évidemment qu'on ne sait pas gérer ça, donc on demande à ce qu'il y ait une décharge et à signaler la décharge. Et là, à ce moment-là, on essaye évidemment que tous nos yeux ils se tournent vers Hachem et on commence à voir doucement les choses qui s'annoncent mal, qui sont de façon compliquée. Et je me rappelle un moment, j'étais face à un ascenseur, j'attendais un ascenseur parce qu'il fallait faire beaucoup d'allées-venues, et je me retourne, j'attends l'ascenseur et je me retourne et je vois des petites revrottes, des petits feuillets qui étaient là, qui étaient posés. Et le feuillet qui était posé au-dessus, je me rappelle plus exactement son nom, mais en français c'était en gros Rak Toda, de dire, se concentrer, de dire juste merci Hachem. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit Hachem, s'il te plaît, laisse-moi quelques heures, et Bezrat Hachem, on sera dans une démarche de dire que merci. Mais laisse-moi juste quelques heures de laisser digérer ça. Donc quand on fait la première rencontre avec les médecins, ils nous disent en gros ça se présente mal. Ils nous disent que l'ouverture elle est à 0. Donc en gros ils nous proposent deux options. Ils nous disent soit une césarienne, soit elle rentre à la maison. Ils nous disent ça naturellement avec de façon un peu détachée. Elle rentre à la maison et quand les contractions reviennent, démarreront, alors vous viendrez et on continuera l'accouchement. Évidemment, je leur dis que ça c'est pas une option, ni pour moi et encore moins pour ma femme c'est une option. Et césarienne, on veut pas avoir l'option césarienne parce qu'on espère qu'il y aura un TID et donc on sait que ça peut bloquer plusieurs années. Donc on leur propose, est-ce qu'on peut essayer de l'accouchement naturel? Ils nous regardent, non, à l'état où elle est, c'est pas possible. Et donc vient une négociation pendant peut-être 1 heure. Ils veulent pas en entendre parler. Et nous, on leur demande, on leur impose. Non, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que ça vous coûte? Parce que ça nous coûte que ça sert à rien. On va juste bloquer pour rien votre femme et un lit pendant 48 heures. Donc on arrive à un deal. Je leur demande, voilà, laissez-nous 24 heures. Si au bout de 24 heures il n'y a rien, alors on reconsidérera une de vos solutions. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à envoyer ce miracle. Ma femme, elle était au stade 0 d'ouverture, donc 24 heures pour un accouchement, c'était, on va dire, mal engagé. On a tout de suite une amie à nous, une amie qui était dans notre cercle à nous, qui, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, qui se met à notre disposition. Elle nous dit qu'elle fait de mémoire, c'est de la réflexologie, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, mais j'ai jamais réellement cru. Elle se met à notre disposition, elle dit, je peux essayer d'aider Myriam, je peux essayer d'aider ma femme. Donc elle vient, elle se présente. Évidemment, elle connaît très bien ma femme aussi, donc il y avait tout de suite un climat de confiance entre elles. Et elle commence à lui faire des massages, et elle lui dit, est-ce que tu te sens prête? Je vais te déclencher une contraction. Hop, elle lui déclenche une contraction. Et de 2, et de 3, et de 4. Et avec ces massages, elle arrive à lui déclencher des contractions. Au bout de quelques heures, les médecins y reviennent, ils disent, elle est ouverte à 4. On n'en revenait pas, c'était ma mâche, un vrai miracle. Et ça s'accélère comme ça toute la journée, jusqu'à ce qu'au bout de quelques heures, ils nous disent, on rentre en salle de travail. Ce qui était inespéré, même eux, ils y croyaient pas. Et donc, toute la nuit, ce process d'accouchement, on rentre dans une salle d'accouchement où on entend des bruits de bébés, et on sait que nous, on va sortir de cet accouchement les mains vides, et c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'on entend des bruits de bébés, et nous, on sait qu'on est déconnecté que ça va les masser. En Israël, on appelle cet accouchement l'Edash Keta, c'est-à-dire un accouchement silencieux. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, on le comprend naturellement, mais quand on regarde ça avec un regard juif, alors on essaie de regarder différemment. Rabbi Nachman, il explique à plusieurs reprises qu'un homme, il doit écouter ce qu'on appelle visionnote, ses hontes, idom veishtok. Il doit se taire, il doit les écouter et se taire. Se taire, c'est une façon de pouvoir se nettoyer. On a vu cette midala à Aaron à Cohen, quand il a vu que ses enfants ils sont morts de façon terrible, il s'est tué. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, la shtika ici, c'est pas la shtika du bébé. Ça doit être la shtika des parents, le silence des parents. Les parents, ils doivent être capables d'accepter la décision d'Akadosh Baruch Hu et se taire. Et c'était ça, toute notre avoda, elle était là. Alors c'est vrai qu'on a eu tout un process tout au long de la nuit, se poser la question, moi et ma femme, est-ce qu'on regarderait ou on regarderait pas le bébé? C'était un débat qui était très très difficile entre nous, c'était un coup oui, un coup non, et on n'arrivait pas à avoir quelque chose de clair, jusqu'à un moment où on s'est arrêté, on s'est dit, on regardera pas, ça c'est peut-être mieux pour nous. Au final, au moment de l'accouchement, alors là, j'ouvre une parenthèse pour terminer. Au moment de l'accouchement, ma femme, elle a fait énormément de filotes parce qu'elle savait que c'était un etratson, elle savait que c'était un moment de capara. Énormément de filotes. Et je terminerai là-dessus. Et bah, au Hachem, aujourd'hui, on a appris qu'il y a une de ces filas-là qui a été exaucée. Et donc, au final, quand le bébé il est arrivé, ils l'ont enveloppé tout de suite. La sage-femme, elle est venue nous voir, elle a demandé est-ce que vous voulez voir le bébé. On lui a dit que c'était pas notre volonté.
Mais elle voyait qu'on n'était pas sûr de nous. Elle nous a rassurés, elle nous a dit, il a aucune marque, il est beau. Et donc ma femme elle a demandé d'abord dans un premier temps de pouvoir le porter. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ma femme l'a porté un petit peu. Et désolé c'est encore un peu frais dans la tête. Et donc très rapidement on s'est dit que finalement peut-être on aimerait le regarder parce qu'on avait peur d'avoir un regret. Et au final c'est quelque chose qui nous a vachement apaisé. De pouvoir le regarder, de pouvoir se dire qu'on l'a vu, qu'on ne peut pas avoir de regret à ce niveau-là. Ça nous a vachement calmé, on l'a regardé, on a pu l'embrasser un peu. Et après, il y a tout ce processus qui s'est enclenché. Et c'est un autre processus parce qu'au final, c'est quelque chose de très dur. On vit quelque chose on n'a pas de statut. On n'a pas de statut parce qu'on n'est pas endeuillé, on n'a pas de statut à l'Afrique, on n'a pas de statut civil. On n'a rien en fait. On n'a rien, c'est quelque chose qui s'est passé. Et on est censé reprendre le quotidien tout de suite le lendemain. C'est quelque chose qui est très très difficile. Et je me rappelle que après l'accouchement, donc il y a la salle mortuaire qui est à l'hôpital de Charité-Sebeek qui est située à un endroit que je savais où elle était. J'ai eu besoin de faire entre guillemets cette forme de 7 jours de deuil. Et c'était quelque chose qui était juste, personne n'était au courant, j'en avais parlé à personne, même à ma femme. Tous les matins, je déposais les enfants à l'école et j'allais là-bas, je me mettais en dehors de la salle parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans cette salle-là. Et je savais qu'il était là ou qu'il n'était pas là, je ne savais pas. Et j'allais, je priais. Et je faisais le tikkun aklali et je priais après pendant quelques minutes. Je me rappelle d'avoir dit à Hachem, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé de t'offrir ce korban-là, cette offrande-là. On n'a pas décidé, mais c'était une offrande qui était pure, qui était entière. Et donc, accepte-la et de façon à effacer tout le reste. Tout ce qui est effacé, il faut pouvoir l'effacer. Et ce qui a été j'ai même pas envie de dire positif, mais qui a été une bouffée d'oxygène pour nous, c'est de voir toute la hardoute qui s'est réveillée autour de nous, toute cette mobilisation des gens. Tous les jours, je prie Hachem, je dis Hachem, on entend tellement, les gens ils aiment parler les uns sur les autres, il m'a fait, il est comme ça. On entend en permanence dans l'âme Israël des disputes, et je dis Hachem, concentre-toi juste là-dessus, n'écoute pas, n'ouvre pas tes oreilles sur tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux voir, tout ce que les gens se lamentent. Regarde juste le tov qu'il y a dans ton peuple, cette capacité qu'ils ont à donner pour les autres, des gens qui connaissent pas tous les jours, on recevait des repas, des cadeaux pour les gens. Il y avait un chesed qui était mamash incroyable, mamash incroyable. Donc après, comment on se console? On se console en se disant qu'il y a des choses qu'on comprend pas et que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il gère son monde, et nous, on est juste là pour accepter. Les épreuves, elles sont là pour qu'on soit capable de les accepter. Mais on ne doit pas juste les accepter, on doit faire ce que j'ai dit en introduction, être capable de remercier Hachem, même si on ne comprend pas. La façon de dire merci, c'est une façon de se soumettre à sa volonté et se dire je ne comprends pas, mais je te dis Toda parce que je sais que c'est pour mon bien. Comment? J'en sais rien. Mais je sais que c'est pour mon bien, Akadosh Baruch Hu. Au final, ma femme, elle a une sœur qui a 31 ans, et elle n'était pas mariée. Et c'était quelque chose, une anomalie dans la maison. Dans la famille, c'est même dans notre entourage, tout le monde disait pourquoi elle n'est pas mariée? Et elle a prié pendant l'accouchement. Ma femme, c'est des années qu'on prie pour elle, mais l'accouchement c'était un moment particulier. Et là, il y a maman, 10 jours, 2 semaines, on a appris qu'elle était fiancée. Et ce mariage, il se fait de façon nette, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés de façon incroyable. Et chaque chose, on s'est dit, voilà, la main Kadosh Baruch Hu, elle est là. Kadosh Baruch Hu nous a fait un autre nez, c'est que ça aurait pu se dérouler en France et vivre toute sa vie en se disant, on a une part de nous qui est enterrée en France. Kadosh Baruch Hu, il a fait ce nez, que ça puisse se dérouler en Israël. Et chaque chose, il faut être capable de quoi? On peut garder des lunettes et se dire que tout est triste, tout est dur. On peut mettre des nouvelles lunettes et essayer de regarder juste le tov qui se passe dans les choses, juste en retirer le positif. Et je pense que, alors évidemment, il y a des souffrances, évidemment, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des moments où on ressasse, on se dit, il y a une part de nous qui c'est dur de se dire qu'on a un bébé qui est enterré quelque part. C'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile, mais toujours on s'efforce de chercher le tov et que de chercher de comprendre, de se dire qu'Hachem nous avait prouvé, c'est parce qu'il voulait notre bien, et on avance avec ça. Je finirai juste par une dernière petite histoire très rapide. Juste après l'accouchement, ma femme, elle a eu besoin de prier au Kever Rachel. Elle s'est rendue au Kever Rachel, et elle était dans son coin, assise sur une chaise, en train de prier. Et d'un coup, elle voit une femme qui se présente à elle, et elle la voit avec des larmes, elle lui dit, qu'est-ce qu'il faut prier? Ma femme, elle le regarde interpellée, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle me demande, cette dame? Elle lui demande, qu'est-ce qu'il faut prier? Elle comprend toujours pas. Elle lui dit, pourquoi est-ce que tu pries, ma fille? Elle lui raconte son histoire. Et elle lui dit d'un coup, ne pleure pas pour ça. Ne pleure pas, parce qu'aujourd'hui, ce bébé, le près d'Akadosh Baruch Hu, il est là, il vous protège, et c'est une neshama gdola. C'est une grande neshama.
Elle s'est sentie soulagée, rassurée. Elle a baissé les yeux juste pour s'essuyer les larmes et elle relève les yeux pour revoir cette dame et pour la remercier. Elle la trouve pas. Elle se lève dans la cour, elle la cherche de partout. Impossible de la trouver, elle la cherche partout, impossible de la trouver. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons ce besoin-là, mais on a eu ce sentiment à ce moment-là que Rachel Imenu, elle est venue directement lui parler, s'adresser à elle et venir la consoler. Voilà.